Jean Moutapa, l'histoire juive de la France. L'ouvrage est dirigé par Sylviane Goldberg. Au sein de l'École des hautes études en sciences sociales, elle est directrice d'études. Elle dirige le groupe d'études juives du Centre de recherche historique. C'est la première fois que ce sujet est traité sous forme encyclopédique, avec plus de 150 contributeurs, plus de 1000 pages et près de 500 illustrations. C'est un travail de titan auquel vous êtes attaché là. De titan, oui. Enfin, il y a 150 auteurs. Il y a quand même une femme extrêmement savante qui est à la tête de cette entreprise sur le plan scientifique, extrêmement savante et ayant travaillé. En fait, elle est surtout son livre qui s'est certainement. Elle a fait 4 livres chez Albin Michel, mais son livre qui a marqué dès le départ de sa carrière, je dirais, c'est le dictionnaire encyclopédique du judaïsme, qui était normalement une traduction de l'Encyclopædia Judaica, mais qu'elle avait complètement refaite d'une manière française, justement. Et elle est bien représentante de ce qu'on appelle, dans certains milieux juifs, le franco-judaïsme, c'est-à-dire avec un amour, bien qu'elle soit franco-israélienne d'ailleurs, mais un amour de la France et de son histoire. Ce qui est important là-dedans, c'est histoire juive de la France, c'est-à-dire que c'est une histoire de France. Ce n'est pas un livre pour les juifs. Enfin, j'espère qu'ils l'achèteront, mais... non, mais c'est ça qu'il faut comprendre. J'ai dans ma zone de chalandise des communautés juives où j'en ai pas. C'est pas... Enfin, pour moi, en tout cas, nous, on ne l'a pas fait dans ce sens-là, ce n'est pas le problème. C'est cette histoire juive de la France nous permet de comprendre mieux l'histoire de France. Et c'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important intellectuellement. Des histoires des Juifs de France, il y en a eu. Hein. Oui, oui. Il y en a eu. Il y en a même une chez Albin Michel en 2 volumes qui n'est pas mal du tout, d'il y a longtemps, mais enfin... mais ce n'était pas le sujet. Ce qui nous intéressait, c'est l'interculturalité, c'est-à-dire l'interrelation entre le fait juif, dans sa multiplicité, hein, c'est très varié, il n'y a pas seulement séfarade ashkénaze, c'est extrêmement varié, et le fait France qui est non moins varié, qu'on a toujours... travailler ou penser à travers la question de la minorité. Hein? Et les Juifs, ce n'est pas une minorité, ils étaient là 4 siècles avant que le premier franc mette le pied en Gaule. En plus, c'était la Gaule belge, c'était pas la Gaule... Bon. Et donc c'est pas une minorité. Je dirais presque qu'ils sont plus français que les Francs, si vous voulez. Bon. Donc, il faut repenser les choses de zéro. Hein? C'est une relation au fur et à mesure de la lente émergence sur ce territoire de ce qu'on appelle au sens moderne une nation. Donc ça prend 1800 ans minimum. Hein. Eh bien, il y a eu ce rapport à cette altérité. Parce que tout de suite, ça a été effectivement... Avec la christianisation, ça a été une altérité. Et donc, pour comprendre notre France contemporaine, qui a affaire à d'autres altérités, c'est peut-être important de connaître un peu cette histoire. Alors, on a bien compris que c'est une histoire de France, une histoire juive de la France. Mais est-ce qu'on peut dire que vous déghettoisez d'une certaine manière l'histoire des Juifs de France avec cette encyclopédie ? Ben oui, justement, parce que c'est une histoire de France et que ce qui nous intéresse, c'est de comprendre cette émergence d'une certaine idée de la nation qui n'est pas celle des Anglais, qui n'est pas celle des Allemands. Je prends n'importe quoi, la franc-maçonnerie. On sait que la socialisation des Juifs au XIXe siècle, c'est pas mal faite avec la franc-maçonnerie. Oui, ben, c'est pas tout à fait la même chose. La franc-maçonnerie, c'est les Lumières, donc ça se dit Aufklärung en Allemagne. Mais en Allemagne, les Juifs ont leur propre loge. Enfin, ils ne sont autorisés qu'à aller dans certaines loges de l'Allemagne du Sud et pas dans les autres. Si ça s'est passé comme ça en France, c'est qu'il y a un esprit... Alors, évidemment, c'est celui de l'émancipation, bien sûr. Mais si vous voulez, on n'a pas voulu
Déghettoiser cette histoire, c'est aussi la déghettoiser par rapport à nos propres schémas. Nos schémas, c'est quoi? C'est persécution au Moyen-Âge, accusation de crimes rituels, etc., torture, bûcher, etc., etc. C'est émancipation, la Révolution. On est fiers d'être français pour ça. D'ailleurs, il y a de quoi, mais c'est l'affaire Dreyfus et c'est la Shoah. Voilà, ça se limite à un schéma en 4 éléments simplissimes et qui ne correspondent pas du tout à ce qui s'est passé réellement au XIIIe siècle, en pleine persécution, parce que le premier millénaire est tout à fait celui d'une... Bien sûr, il y a des persécutions, mais très, très, très ponctuelles, et c'est le temps d'une cohabitation avec, d'ailleurs, des populations qui sont peu nombreuses, hein, aussi bien du côté non juif que juif. Hein. Bon, après, ça se gâte avec les croisades, ça, bon, on le sait tous. Mais au cœur de cette Francia qui est en pleine persécution des Juifs, c'est ce qu'on a appelé aussi l'âge d'or du judaïsme français. C'est-à-dire qu'on a une floraison de synagogues et de familles françaises. Mais alors, vous verriez la carte, parce que c'est plein de cartes. Hein. Cette histoire de France est aussi une géographie de la France. Et on peut être étonné parfois, notamment au Moyen-Âge, de l'extension. Alors non pas, les populations n'étaient pas énormes, mais quand on en fait le comptage, c'est vraiment partout en France, très peu en Bretagne, certes, mais sinon partout en France. Et donc au cœur de ce judaïsme-là, il y a Rachid de Troyes. Alors, surnommé le Français. Al-Tsarfati, partout, on le nomme. Pourquoi partout? Parce que Rachid de Troyes, c'est le commentateur, aujourd'hui encore, le commentateur le plus connu, le plus, le plus respecté de toute la Bible et du Talmud. Parce qu'il a fait ce travail gigantesque en une vie, et c'est quoi? C'était un... Bon, on dit vigneron, c'était sûrement pas un vigneron, mais enfin, c'était un habitant de Troyes. Et entre lui et ses gendres et petits-fils, c'est tout un pan du judaïsme, toute une autre vision du commentaire juif. Hein. Le judaïsme, c'est le commentaire du commentaire du commentaire. Et aujourd'hui encore, à New York, à Jérusalem, à Paris et dans toutes les villes où il y a des juifs en Europe, la première chose qu'on demande quand on ouvre le Talmud, c'est que dit Rachi? Ben, ce Rachi, c'est Al-Tsarfati. Alors, si vous voulez, la France ne serait pas la France sans ses juifs, sans, comme quelqu'un l'a dit, et on essaye d'explorer à quel point c'est vrai, sur le plan politique, social, culturel, etc., même économique. Mais le judaïsme ne serait pas ce qu'il est sans son histoire, difficile par moments, hein, bien sûr, hein, mais sans son histoire avec la France. Ça, c'est très important, ça, de comprendre aussi ça dans le monde juif et ailleurs, quand même, pour comprendre la spécificité du fait juif, qui dépasse largement la religion juive. Hein. Pour arriver à une période plus proche, au 19e et au 20e siècle, par exemple, ce qui est frappant, c'est que ce qui paraît le plus français dans les arts, en fait, est conçu, pensé par des juifs. Ben oui, notamment, bon là j'avoue que j'ai découvert, hein, mais parce que j'ai beaucoup travaillé avec le monde juif depuis longtemps, mais là, de toute façon, ce livre est plein de surprises. De surprises. Je parlais du Moyen-Âge tout à l'heure. On a l'impression que voilà, c'est des persécutions et c'est des clivages, des ghettoisations, etc. Il n'y a pas de ghetto en France. Il y en a en Italie, etc. C'est, comme on le sait, Venise qui l'invente et tout ça, mais il n'y a pas de ghetto en France à proprement parler. Et il y a des relations. Qui sait que sur la cathédrale de Bourges, cathédrale Saint-Étienne de Bourges, dans la statuaire, il y a 2 figures qui viennent directement du Midrash, c'est-à-dire de toutes les légendes juives autour de la Bible, de moments bibliques, etc. Donc, il y a vraiment une interpénétration. Alors évidemment, à partir de l'émancipation, elle explose littéralement. Elle explose littéralement. Dans les arts, par exemple, ce qu'on appelle au XIXe siècle le grand opéra français, hein,
avec des décors absolument sublimes, et avec le fait qu'on invente la tournée des troupes, hein, c'est complètement juif. C'est Fromental à Lévis, c'est Offenbach, bien sûr. Enfin, je dis Offenbach. Nous, on dit Jacques Offenbach, mais c'est Jacob Offenbach qui vient directement de Cologne et dont le père était chantre de synagogue. Hein, moi, je vous lançais sur 19e et 20e en espérant que vous alliez me parler de French Cancan. Offenbach, dans Orphée, on parlait d'Orphée tout à l'heure. Dans Orphée aux Enfers, il y a le thème du cancan. Puis quand les Anglais l'ont repris, mais ce sont des succès, on n'imagine pas, hein, ce sont des succès phénoménaux. Hein. Et quand les Anglais l'ont repris, ils ont appelé ça le French cancan. Et il y avait déjà cette gestuelle, il y avait déjà cette rythmique, et c'est inventé par un juif allemand, comme on aurait dit, comme on a dit une fois de Cohn-Bendit. Hein, voilà. Donc, quand l'Opéra de Paris est inauguré, première soirée en 1875, qu'est-ce qu'il y a au programme? La Juive de Fromental à Lévis. On reproduit l'affiche. Il y a, vous savez qu'on a fait pas mal d'encyclopédies, de très très belles sur le yoga, la dernière. Jésus, c'était aussi très illustré. Oui. Mais alors là, on a explosé le nombre d'illustrations. Il y en a presque 500. Oui. Hein, dont voilà, des éléments comme ça, comme cette affiche où on voit la Juive, soirée d'inauguration la Juive qui a été jouée 600 fois. Hein. Ce sont, je le dis, des succès phénoménaux. Début du XXe siècle, on le sait, tout le monde ashkénaze débarque en France. Hein. Alors ce sont les ouvriers de Paris qui rentrent dans les syndicats d'ailleurs. On a une bannière de la CGT... de la CGT, de je ne sais plus quel, je crois que c'est les coiffeurs de la CGT, les coiffeurs ashkénazes. Mais il y a aussi les arts. Hein, et la ruche, Montmartre, Montmartre, oui, et Montparnasse, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'école de Paris, à 80% des juifs russes et allemands, et voilà, dont beaucoup d'ailleurs malheureusement disparaîtront dans la Shoah. Donc ce qui est l'école de Paris, ce qui est le plus français dans la peinture du XXe siècle. Voilà, c'est essentiellement. Alors on a aussi bien sûr des noms qui restent comme Chagall, comme Chagall, encore une fois, c'est l'Opéra de Paris d'ailleurs, comme Chagall, comme Modigliani, etc. Jean-Maud Tapage, je jette un coup d'œil à la montre et je vois qu'il me reste 4 minutes. Ça tombe bien, il y a 4 parties dans cette encyclopédie. Il faudra dire juste, excusez-moi, il faudra dire juste qu'il y a la politique aussi. On a parlé de Léon Blum tout à l'heure. Léon Blum, dont c'est vrai, après-guerre, Albin Michel se lance dans l'œuvre complète de Léon Blum. Ça prendra 20 ans. Hein. Et je dis dans mon avant-propos d'ailleurs d'éditeur, c'est que voilà, Albin Michel avait une histoire juive, une sorte d'affinité non dite, parce que la famille de Monsieur Albin Michel était très catholique, hein, non dite, mais une affinité réelle qui a fait que Albin Michel est la première maison non confessionnelle à avoir créé une collection juive dans fin des années 50. Quoi. Donc je disais qu'il restait 4 minutes, une par grande partie. On commence la première consacrée à la longue naissance de la France. Ben oui, alors c'est pas le Moyen-Âge, enfin ça va jusqu'à la dernière expulsion, 1394, parce que tout le Moyen-Âge, on expulse les Juifs. Quand on les expulse, on leur prend tout leur argent. Ils demandent à revenir. On veut bien, 10 ans, 15 ans après, les accueillir moyennant taxes, etc. Et puis, 20 ans après, on les réexpulse. Voilà, comme ça, pendant plusieurs générations de rois, hein, ce sont les rois qui le décident. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les rois du petit royaume de France. Là aussi, il y a des cartes pour rappeler notre histoire de France avec un royaume de France tout rikiki au départ. Mais les expulsions se passent aussi en Bretagne, en Angleterre, etc. Pas dans le comtat vénécin et pour les Juifs du pape. Voilà. Deuxième partie, de l'Ancien Régime à la Révolution. Alors là, c'est l'absence des Juifs, l'absence officielle des Juifs. C'est une sorte de présence-absence, parce que des Juifs, il y en a quand même. Il y en a qui viennent à Paris, d'ailleurs, un petit peu. Mais il y en a surtout ce qu'on appelle les Portugais sur toute la région sud-ouest, hein, qui sont en fait alors, ils viennent comme chrétiens, comme nouveaux chrétiens, puisqu'ils sont expulsés d'Espagne et du Portugal.
Ils s'installent là comme nouveaux chrétiens. Une génération après, ils écrivent leur nom juif, leur nom en hébreu sur leur tombe. Donc il y a le sud-ouest, et puis il y a évidemment les acquisitions du territoire avec la Lorraine et l'Alsace. Alors là, ça fait beaucoup de juifs. Le principe républicain à l'épreuve, c'est la troisième partie. Alors là, voilà, j'en ai parlé un petit peu pour ce qui est du domaine des arts de cette partie, qui se terminera mal, hein, bien sûr, qui se termine par un chapitre qui est intitulé « La trahison », celle de l'assassinat de la République en même temps que celle des Juifs, hein, par le pétainisme. Mais toute cette histoire, c'est une histoire de ce que l'historien Pierre Binbaum appelle les fous de la République. Ben oui, cette population qui a été émancipée est plus que reconnaissante à la République, envers la République. Et voilà, il y aura une sorte de symbiose dans les années, disons, 1860-1930, malgré l'antisémitisme virulent. On a souvent insisté comme ça sur Drummond, etc. Mais l'affaire Dreyfus, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Je rappelle que Lévinas aimait rappeler que son grand-père, du fin fond de Vilnius, là, de la Lituanie, lui disait « Un pays qui se déchire pour un petit capinet juif, pour savoir s'il est innocent ou coupable, mais c'est là qu'il faut aller tout de suite. » Parce que nous, on ne se déchire pas pour nous, hein, personne ne nous défend. Quatrième et dernière partie, une société à réinventer. Ben oui, voilà, c'est l'après-Shoah. Et donc avec toute une partie sur la lente, très lente et ambiguë émergence d'une mémoire de la Shoah. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a délimité le terminus ad quem de l'encyclopédie. C'est les années 1995-2000, c'est-à-dire l'installation, après une véritable discours de Chirac en 1995, une véritable reconnaissance de ce qui avait été fait à nos concitoyens, non pas par la République, mais enfin par voilà, un État qui se réclamait État français. On termine comme ça avec l'institution de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, du musée d'art et d'histoire du judaïsme avec lequel on collabore énormément et qui nous soutiennent tous, hein, d'ailleurs. Voilà. Et alors, je disais Léon Blum, il y a Mendès France aussi, il y a mai 68. Alors, sans vouloir faire de complot, c'est pas du complotisme, hein, mais mai 68, c'est 75% des militants, des dirigeants, disons, des groupuscules dits contestataires qui sont juifs. Et ça a une raison et ça a un sens. Parce que, pour terminer, on n'a absolument pas voulu faire une nomenclature de tous les personnages juifs de l'histoire de France. C'est pas intéressant. Hein. C'est justement ce qui a été fait souvent dans les histoires des Juifs de France, et c'est pas intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est voilà, qu'est-ce qui fait sens dans cette interculturalité entre le fait France et le fait juif. Merci beaucoup Jean Moutappa, Histoire juive de la France, Merci. Plus de 1000 pages, pas loin de 500 illustrations en librairie au mois d'octobre. Merci beaucoup.